c'est gagner. Êtes-vous déjà sorti une fois de votre zone de confort? Avez-vous déjà essayé de repousser vos limites? Est-ce que la notion de dépassement de soi, ça vous parle? Je me présente, Rémi Camus, je suis aventurier explorateur. Je vois un petit peu dans la salle, peut-être vos enfants vous poser cette question, mais papa, maman, on fait comment pour devenir aventurier? Eh bien, j'ai osé les choses. Et ce soir, je vais vous partager mes aventures. Et avant de commencer, il faut quand même que je vous raconte mon histoire. Parce que mon vrai métier, c'est maître d'hôtel. Après un très long cursus scolaire, j'ai obtenu un bac technologique en restauration. Voilà, ça c'est fait. J'ai commencé à voyager un petit peu partout en France. J'en ai profité pour allier le travail avec le plaisir du tourisme. Mais j'étais toujours confronté à la même problématique lorsqu'il y avait des clients étrangers qui venaient dans le restaurant. J'étais incapable de prendre la commande en anglais parce que je ne comprenais rien. Donc du coup, j'ai osé. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Angleterre, dans une petite ville à côté du Surrey, Guildford. J'ai été employé dans un établissement français et puis j'ai rencontré un Anglais, Gary Nichols. Puis lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, vraiment arrosée, ils aiment bien boire les Anglais, Gary en fait s'est confié à moi et puis il m'a dit « Rémi, à ton âge, j'étais déjà parti en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète. » Cette conversation m'a un petit peu troublé, si bien qu'un mois plus tard, je suis arrivé à la porte de son bureau avec ma lettre de démission. Et pourquoi je vous parle de tout ça ce soir? Eh bien tout simplement parce que j'ai osé. J'ai osé les choses, j'ai osé l'aventure, j'ai osé l'inconnu, j'ai osé me dépasser. Donc si vous voulez bien, on va faire quelque chose ce soir, enfin cet après-midi, pardon, excusez-moi. On va faire ça ensemble. À chaque fois que je vais vous dire « d'après vous », vous allez dire « j'ai osé ». D'accord? On le fait ensemble? D'après vous? J'ai osé. J'ai rien entendu. Vous pouvez recommencer. D'après vous? J'ai osé. Voilà. Et bien c'est ça. En novembre 2007, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivé à Auckland. Tout le monde sortait et partait à l'arrêt de bus. J'ai fait un peu comme tout le monde. Je fais un petit peu le mouton. On est monté dans le bus. Il nous a déposés en centre-ville. Et puis après, j'ai pris une chambre dans une guest house, les hôtels pour voyageurs. J'ai rencontré David de République tchèque. On a discuté un petit peu tous les deux et puis je lui ai demandé si c'était possible que je parte avec lui voyager. Il m'a dit oui. 5 jours après, on a acheté un camion ensemble. Et on a fait tout le tour de la Nouvelle-Zélande. On a travaillé ensemble dans les vergers. On a collecté les raisins, on a fait les vendanges. J'ai passé mon premier Noël en short à Christchurch. J'ai passé mon 31 décembre à Mount Cook Village. Et 8 mois après, je suis parti de la Nouvelle-Zélande avec les larmes aux yeux, tellement que ce pays m'avait bouleversé. Je suis rentré en Europe, en France, puis après je suis retourné en Angleterre, parce que j'avais retrouvé un travail. Et là, j'ai rencontré une Polonaise qui me dit « Viens avec moi, viens en Pologne. » D'après vous? Effectivement, je suis parti en Pologne. Bon. J'ai trouvé un emploi dans un restaurant italien. J'étais le seul Français qui ne parlait pas un seul mot polonais. D'ailleurs, les clients à chaque fois rigolaient à me poser cette question, mais pourquoi est-ce qu'un Français est en Pologne? D'habitude, c'est les Polonais qui partent. Et là, je leur disais, mais la raison, elle est simple, c'est parce que c'est une Polonaise. Et la raison était suffisante pour eux, apparemment. Mais pendant 6 mois, j'ai persuadé mon ami de partir avec moi en Australie pour faire un road trip ensemble. Et donc, on est parti. On a atterri à Sydney. On a acheté un vieux camion aménagé et on a fait tout le tour de l'Australie. On est parti sur la grande barrière de corail où on a pu nager. On a été voir le lever et coucher de soleil sur Uluru Kalachuta, ce gros monolithe rouge en plein milieu de l'Australie. On a vu des dauphins, des tortues. On a roulé dans le bush des lignes droites à perte de vue. Au bout des 9 mois d'aventure, on a vendu notre camion. Et avec la vente et l'argent du camion, on est parti en Asie. On est parti en Thaïlande. Puis ensuite, on est parti au Laos. C'est là où on a vu pour la première fois le fleuve Mékong. Puis ensuite, on est rentré en Thaïlande et on est parti de la Malaisie. Et on est rentré en Europe. Puis après, je pense nous avons décidé, en fait non, j'ai décidé de mettre fin à notre relation, parce que je pense qu'on avait assez fait le tour ensemble. Donc elle est retournée en Pologne. Et puis moi, je suis parti travailler dans un restaurant à côté de Genève, à Thoiry, une étoile au guide Michelin, et je suis devenu maître d'hôtel. Bon, c'est pas fini, vous inquiétez pas, attendez. Un matin d'hiver, je reçois un coup de téléphone de ma maman qui me dit « Rémi,
j'ai un truc super sympa pour toi. Tu prends des vacances et tu viens me voir en Bretagne. J'ai loué une petite maison, ça va être vraiment sympa. » Effectivement, donc je pars en Bretagne et le soir même, je la questionne sur notre programme de vacances. Et elle me dit, il y a une grande brocante demain, il y a 700 exposants, il faut qu'on la fasse. Donc je lui dis, tu m'as fait traverser la France pour une brocante. Elle me dit, oui, mais tu vas voir, c'est bien. Une brocante. Mais effectivement, elle avait raison. Le lendemain, je laisse ma maman partir et chiner de son côté, et moi, je pars du mien. Je tombe sur une femme qui vendait toute sa collection de bouquins. Et je tombe sur un livre qui a complètement capté mon regard dessus. C'était Jamel Bali, un Français d'origine marocaine, qui a traversé l'Amérique en courant. Il est parti d'Alaska jusqu'à Terra del Fuego, ce qui représente environ 24 000 km en 1 an et demi. J'ai acheté le bouquin, je l'ai lu en une nuit. Et le lendemain, un projet était né. Je me suis dit, si lui, il a réussi à faire ça, pourquoi pas moi? Ça peut être intéressant. Donc du coup, j'ai mûri mon projet. Et d'après vous? Effectivement, j'ai osé. J'ai mis 8 mois à monter mon projet, à m'entraîner tous les jours, parce que je savais faire 10 km. Mais il a fallu que je fasse beaucoup plus. Donc pendant 8 mois, je me suis entraîné à faire 40 km par jour, à monter mon projet, que ce soit au niveau administratif, obtenir les autorisations, construire un équipement adapté pour pouvoir faire ça. Puis quand mon projet a bien été ficelé, j'en ai quand même informé ma maman. Je lui ai dit, tu te rappelles le bouquin que j'avais lu? Elle m'a dit oui. Eh bien moi aussi, je vais traverser un pays en courant. Et ça sera l'Australie. Et sa première remarque, ça a été, t'aurais pas pu choisir le Luxembourg? En une journée, c'était fini, et on n'en parlait plus, et t'avais traversé un pays. Je lui dis, non mais c'est pas la même chose quand même. Et donc en octobre 2011, me voilà en Australie, avec une remorque faite maison, pour tenter la traversée du continent en courant, de Melbourne à Darwin, ce qui représente à peu près 5400 km. Alors les buts étaient multiples. Le premier, c'était pour moi. Depuis tout à l'heure, je vous parle de oser les choses. Eh bien, je voulais voir si j'étais capable de me dépasser, de me surpasser, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. La deuxième chose, c'était pour également collecter des fonds et faire connaître une maladie qui s'appelle le syndrome de Love, une maladie génétique qui touche principalement les garçons. Et puis enfin, je voulais rencontrer les aborigènes, les vrais, ceux qui sont dans les communautés perdues au milieu du bush. Donc du coup, l'équipement, c'est fantastique. Faites maison, la remorque. Ça a tenu une journée. Merci papa. C'est pas grave, on met ça de côté. Et des galères, j'en ai eu. J'en ai eu beaucoup pendant mon expédition. J'ai bu mon urine pour pas mourir déshydraté en plein désert. J'avais pas le choix. J'ai dépecé un kangourou. En fait, le kangourou, il était vivant juste avant. C'est qu'il y a un camion qui est passé au même moment et qui a percuté le kangourou. Donc du coup, il était 9h du matin, le petit déjeuner était servi, c'était parfait. Donc j'ai ouvert le kangourou, j'ai récupéré le sang que j'ai bu, et puis j'ai mangé la viande, tout simplement. C'est cru, comme un tartare, c'est très bon. Et quand je suis reparti, en fait, quelques kilomètres plus loin, il y a une dame qui s'est arrêtée en voiture, qui est sortie un peu rapidement de la voiture, un peu affolée, et elle me demande « Tout va bien? Everything all right ?» Oui, tout va bien. Et en fait, en me baissant, je regarde, mon t-shirt était couvert de sang et de poils de kangourou. Et je lui dis tout simplement, je fais vous inquiétez pas, don't worry, it's not my blood, c'est pas mon sang. Et en fait, elle est montée à la voiture, elle est partie très rapidement, et je me suis dit, à mon avis, je vais avoir la police dans peu de temps. Bon, il s'est rien passé, je vous rassure, ça a été très rapide. Mais j'ai pas pensé à ça, en fait, j'ai fait tant pis. Puis j'ai continué mon aventure. Je suis arrivé en plein milieu de l'Australie, j'ai rencontré un bushman, les Aussie, on appelle. Et puis il me dit, si tu continues la route, tu vas trouver une caravane sur le côté gauche. Tu peux aller dedans, tu peux dormir, ça m'appartient, repose-toi. Il y avait une couverture nuageuse assez importante, l'orage était imminent, je fais, c'est bon, je vais aller là-bas, je vais en profiter. Je rentre dans la caravane, j'étais tellement fatigué que je ne regarde même pas ce qu'il y a dans la caravane, je m'allonge sur le lit. Et le lendemain, malheureusement, je me fais mordre par une araignée, une redback. C'est pas bien gros, c'est gros comme ça, 3 cm de diamètre, ça ressemble un peu à une veuve noire, sauf qu'elle a la particularité d'avoir un petit trait rouge au niveau de l'abdomen. J'ai cherché partout dans la caravane, il y en avait partout en fait. Mais vous savez quoi? Il en faut plus pour arrêter Rémi. Donc j'ai continué.
J'ai continué, je suis arrivé dans le désert, j'ai rencontré les aborigènes. J'ai rencontré un aborigène qui s'appelait Ponkobe, et qui me dit Rémi, tu vas venir chasser avec moi. Je fais d'accord, bon, on va chasser ensemble. Donc du coup, il me dit, tu viens demain matin. Tu montes dans le 4x4 et c'est parti. Je monte dans le 4x4, et puis je regarde un petit peu autour du 4x4. Et elle est où la lance? Enfin, je me rappelle les aborigènes, les peaux de bête, la lance. Je fais, bah, elle est où la lance? Pas de lance. Donc du coup, on commence à rouler. Enfin, je fais, il a peut-être un fusil pour pouvoir tuer les kangourous. Et au même moment, il y a un kangourou qui passe devant nous. Il rétrograde, il accélère, et il roule sur le kangourou. Et il fait, là, il est mort. Et je lui dis, mais c'est quand même assez radical. Il fait, faut vivre avec son temps quand même. Hein. Donc, ça a été expéditif. J'ai poursuivi mon aventure. Et puis, à 300 km de l'arrivée, j'ai eu un appel de ma maman. Parce qu'elle m'appelait tous les 3 jours quand même pour savoir si ça se passait bien. Des fois, c'était Rémi, tout va bien? Je fais, oui. Tu es où? Je fais, bah, y a du sable, des arbustes et un kangourou mort. D'accord. 3 jours après. Tu es où? Du sable, des arbustes. Mais ça change jamais, c'est tout le temps la même chose. Je dis, bah oui, malheureusement, c'est toujours la même chose. Et elle m'appelle, elle me dit, j'ai entendu aux informations, il y avait un ouragan qui allait s'abattre sur les côtes de Darwin. Et je lui dis, non, il ne s'est pas battu sur les côtes de Darwin, il est là en ce moment au-dessus de ma tête. Et la communication s'est coupée, parce que malheureusement, la couverture nuageuse était trop importante. Et elle est restée comme ça 6 jours, sans de mes nouvelles, avec l'angoisse de « où est mon fils ?» Mais je suis arrivé à Darwin, après mon aventure. 100 jours pour faire 5400 km. Ce qui m'a marqué le plus dans cette expédition, c'est le manque d'eau, la soif. Alors c'est quelque chose que je n'arriverai pas à vous décrire, parce qu'il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie pour voir ce que c'est le manque d'eau, la soif. On pourrait tuer pour avoir de l'eau. Je suis revenu en France, puis je me suis dit que ce serait intéressant de pousser sur cette thématique, sur l'eau. Donc du coup, j'ai réfléchi à un autre projet. J'avais déjà fait quelque chose en courant, alors je me suis dit pourquoi pas la nage. Enfin, j'aime bien nager. Enfin, quand je dis j'aime bien nager, je savais faire 50 mètres sans couler. Bon. Alors je me suis dit, j'aime bien nager, on va faire ça à la nage. Bon, d'après vous? Effectivement, j'ai osé. J'ai monté mon projet. Ça m'a pris 1 an et 4 mois pour monter ce projet. À nager de 50 mètres à 10 km par jour, à obtenir toutes les autorisations nécessaires, les visas, les permis, à construire quelque chose d'adapté pour pouvoir faire mon expédition. Et en octobre 2013, j'étais debout à côté du fleuve Mekong, sur la partie haute, au Tibet, pour pouvoir parcourir les 4400 km de ce fleuve jusqu'à son embouchure au Vietnam, à la nage. Et des galères, j'en ai eu, vraiment. J'en ai eu beaucoup. Je me suis fait arrêter sur le 3e plus gros barrage au monde. Ils m'ont fait sortir à la Kalachnikov. Merci Google Traduction qui m'a aidé à trouver une solution parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Ils m'ont arrêté pour, on va dire ça comment, tracasserie administrative, à Vientiane, la capitale du Laos, pendant 1 mois et 3 jours. Ils ont tout saisi, et ils m'ont laissé avec une combinaison 7 mm, un gilet de sauvetage sur le dos, et ils m'ont dit on vous appellera plus tard. Merci. Donc heureusement qu'il y avait des touristes qui étaient là pour pouvoir m'aider à avancer et à ne pas perdre la tête. J'ai continué mon aventure après. J'ai été affecté par la qualité des eaux. J'avais un pied qui était énorme. Je ne pouvais plus chausser mes palmes tellement que la qualité des eaux était mauvaise. Mais j'ai continué. Dans le delta du Mékong, j'ai dû combattre la marée montante et descendante parce qu'elle affecte le fleuve jusqu'à 300 km à l'intérieur des terres. Je nageais 6 heures, je dormais 6 heures, je nageais 6 heures, je dormais 6 heures. Mais ça ne suit jamais le cours du soleil, hein, forcément. Donc on nage 2 jours, 2 nuits. Mais j'ai réussi. Et le 14 avril 2014, je suis arrivé à la fin de mon expédition. 6 mois d'aventure. Six mois d'aventure pour avoir fait 4400 km de nage. Des projets, j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. J'en ai un que je voudrais partager avec vous ce soir également. On n'en est qu'aux prémices. Hein. C'est un projet qui est tout simplement la suite logique du Mékong. C'est un projet environnemental, plus écologique. En fait, on s'aperçoit que dans le delta du Mékong, il y a des multitudes de déchets, des quantités de déchets, qui malheureusement sont à la surface de l'eau. Et la plupart des déchets sont issus de matières plastiques.
On sait que la plupart du plastique sont issus d'hydrocarbures. Donc, n'y aurait-il pas un moyen, un procédé de retransformer ce plastique et de lui redonner sa valeur marchande, sa valeur initiale, le pétrole? Eh bien si, ça s'appelle la dépolymérisation. Donc le projet qu'on souhaiterait mettre en place, ça serait une barge flottante avec à son bord une machine permettant de transformer le plastique en pétrole. Et puis ça permettrait à la population locale d'améliorer leur habitat, leur environnement, la qualité de l'eau également, mais également de créer une économie circulaire, en demandant à la population locale de collecter les déchets contre rémunération. Alors je sais, c'est un projet qui est difficile, qui est ambitieux, mais vous savez quoi? Je vais oser. Je vais oser les choses. C'est pas grave, je peux me planter, c'est pas grave, mais j'aurais essayé. Alors si je suis là cet après-midi pour vous raconter toutes ces belles histoires, toutes mes aventures, mes expéditions, c'est pour vous montrer que je ne suis pas si différent de vous. Je suis exactement comme vous, j'ai juste osé les choses. J'ai osé l'aventure, osé l'inconnu, osé l'extrême. J'ai voulu voir si j'étais capable de me dépasser, me surpasser. Et vous avez tous en vous cette capacité de le faire. Il faut juste la saisir. Alors on va faire un truc, ça peut être très sympa. Au lieu de dire « j'ai osé », vous allez dire très fort « je vais oser ». S'il vous plaît, dites-le. Je vais oser. Exactement, c'est ce qu'il va falloir vous dire le jour où vous allez avoir un nouveau projet. Parce que oser, c'est gagner. Merci.